En 1901, Henri Dunant reçoit le premier prix Nobel de la paix de l'histoire. Le fondateur de la Croix-Rouge a été bouleversé par les guerres du siècle précédent. Mais avant de mourir, en 1910, il a écrit des pages prophétiques sur l'avenir sanglant qui attend le monde au XXe siècle. De fait, jamais dans l'histoire, le secours aux blessés ne sera aussi nécessaire. Mais le combat pour les droits de l'homme ne s'arrête pas là. Pour Dunant, les victimes de la faim, du froid, des catastrophes naturelles, des maladies, méritent exactement la même attention que les blessés de guerre. Sans parler des pauvres de tous les jours. Mais Dunant ne pouvait prévoir que ce siècle serait celui d'Hiroshima, celui de l'arme absolue. Il ne pouvait prévoir que les conflits allaient se répandre sur toute la planète, causer d'interminables exodes, y compris dans les pays les plus pauvres. Il ne pouvait prévoir que les haines raciales et les nettoyages ethniques allaient se poursuivre jusque dans la dernière décennie du siècle, en Bosnie, au cœur même de l'Europe, avec leur cortège de massacres. Face à tout cela, il faudra d'autres Dunant, d'autres hommes et femmes qui ne se résignent pas. Le cinéma naissant du début du siècle permet à l'Amérique de redécouvrir ses Indiens, exterminés en masse le siècle précédent. La plus grande démocratie du monde ignore encore le droit des minorités. Les Indiens survivants sont réfractaires au moule commun, à ce melting pot venu d'au-delà des mers. Ils ont été parqués dans des réserves de plus en plus morcelées. Chacune n'abrite que quelques centaines de personnes, étroitement contrôlées par le gouvernement, objet de curiosité pour les touristes. Les premiers habitants de l'Amérique ne deviendront citoyens de leur propre pays qu'en 1924. Les Noirs, eux, sont officiellement citoyens depuis la fin de la guerre civile. Ils célèbrent en 1913 le 50e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Mais le Noir est encore l'oncle Tom, victime de la ségrégation dans tout le Sud, de la pauvreté partout ailleurs. Et pourtant, la statue de la liberté éclaire le siècle. À New York, au sud de Manhattan, une noria de navires converge vers Ellis Island, centre d'accueil pour les immigrés venus du monde entier. C'est Thomas Edison, le pionnier du cinéma, qui a filmé ces images en 1903. On débarque de toute l'Europe, après les Irlandais, des Italiens, des Russes, des Polonais, juifs ou non juifs, avec toute leur fortune sur l'épaule. Au total, plus de 12 millions d'immigrés entre 1900 et 1920, jusqu'à 10 000 certains jours.
C'est ici que débarque le petit Elia Kazan, futur cinéaste venu de Turquie avec sa famille. 50 ans plus tard, il racontera son odyssée dans America, America. Une Amérique dont les nouveaux citoyens brandissent avec espoir le drapeau tout neuf. Car de l'autre côté de l'océan, la vieille Europe ne représente plus l'espoir. Ce que l'on appelle la belle époque n'existe pas pour les chômeurs, réduits à la charité des puissants. Le droit du travail est encore balbutiant. En France, en 1900, la journée en usine a été limitée à 11 heures, mais seulement pour les femmes et les enfants. À la gare du Nord de Paris, une grève dure oppose cheminots et forces de l'ordre. La troupe est appelée en renfort. Le militantisme syndical se développe un peu partout, en Angleterre notamment, où le prolétariat prend conscience de sa force. Mais tout le monde est vite englouti dans la première grande boucherie du siècle. La guerre de 1914 est le paroxysme, poussé jusqu'à l'absurde, de l'affrontement entre armées de masse. Elle tue 10 millions de personnes en Europe, dont 300 000 en quelques mois dans les seules tranchées de Verdun. Autre sinistre première, l'aviation permet désormais de bombarder les villes et leurs habitants. Les civils payent le prix de la guerre, pas seulement les combattants. Encore plus loin du front, les navires civils comme l'américain Lusitania sont la proie de la marine allemande qui torpille tout ce qui bouge. 1200 personnes y trouvent la mort en 1915. La guerre a apporté aux États-Unis quelques années de prospérité, mais le capitalisme dérape à nouveau. La crise de 1929 jette à la rue 12 millions de chômeurs, le quart de la population active. Hormis quelques distributions de pain, aucun secours n'est prévu. Ouvriers sans travail, paysans ruinés, des millions de gens souffrent de la faim. Dans ce monde que l'on ne s'avise pas encore d'appeler développé, ce n'est plus seulement du droit du travail qu'il s'agit, mais du droit au travail. On réclame la fin des licenciements, des salaires et une vie décente. La répression, souvent brutale, semble donner raison pour un temps aux prophètes de la lutte des classes. Les sociétés modernes finiront par enfanter dans la douleur le droit social et l'état bienfaiteur de la seconde moitié du siècle. Mais en attendant, ce sont les plus durs qui donnent le ton, de chaque côté. Même l'outil de travail n'est plus respecté. Et les jaunes, ceux qui ne font pas grève, sont passés à tabac. Entre-temps, Franklin Roosevelt a ouvert des chantiers pour remettre les gens au travail. Son New Deal va réconcilier les Américains avec leur pays. À ses côtés, une femme entre dans l'histoire comme une grande figure du siècle. I feel in the last few weeks a lift in the spirit of the country, a new sense of hope. Franklin Roosevelt a été élu président en 1932. Pourtant, frappé par la poliomyélite en 1921, il avait bien failli abandonner toute ambition politique. Celle qui l'a remis sur les rails, c'est sa femme, Eleanor, une lointaine cousine, née Roosevelt, comme lui, de 2 ans sa cadette. Cette victoire est aussi la sienne.
Sans doute cette grande patricienne new-yorkaise remplit-elle ses fonctions familiales et mondaines, comme l'exige l'époque. Éduquée à Londres par une institutrice française, elle connaît les usages du grand monde, mais aussi le reste. Elle s'est engagée dans la Croix-Rouge pendant la Première Guerre mondiale. Elle a créé une fabrique de meubles pour donner du travail aux chômeurs. Elle a milité au Parti démocrate et participé au programme du New Deal. L'éducation de ses 6 enfants, le tricot aux côtés de sa belle-mère, ne l'empêche pas d'être une femme libérée, auteure et journaliste, militante active des droits de l'homme, des pauvres et des minorités. Et la première de ces minorités, ce sont les femmes. Le mouvement féministe existe depuis longtemps, mais il s'est amplifié depuis le début du siècle. En Angleterre d'abord, où les suffragettes sont les premières à obtenir le droit de vote en 1918. En France, les femmes n'obtiendront ce droit qu'en 1945, mais ce sera chose faite dès 1920 aux États-Unis. C'est le premier grand succès de l'action civique non violente, un grand progrès pour une moitié de l'humanité. Eleanor Roosevelt s'est engagée à fond dans ce combat centenaire et pour elle, il n'est pas terminé. I'm very glad to be with you to preside over this round table because the subject that we are concerned with seems to me extremely important. You know, it's a matter of history, what women have done in the last 100 years. Now, we have to think through what our objectives are for the next 100 years. Les activités sociales d'Eleanor Roosevelt vont prendre avec la Seconde Guerre mondiale un tour plus militaire. La présidente visite les fronts du Pacifique, elle encourage les soldats, c'est une première dans l'histoire américaine. Son mari meurt en 1945, mais c'est une nouvelle carrière qui commence pour Eleanor Roosevelt, un nouveau grand combat. Nommée déléguée des États-Unis à l'ONU, elle fait adopter par l'Assemblée générale le 10 décembre 1948 à Paris la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mr. President, fellow delegates, we are all agreed, I'm sure, that the Declaration must be approved by this Assembly at this session. It is a declaration of basic principles of human rights and freedoms to be stamped with the approval of the General Assembly by formal vote of its members and to serve as a common standard of achievement for all peoples of all nations. Celle que les Américains appelaient la First Lady du monde entier s'éteint à New York en novembre 1962. Kennedy l'avait rappelé pour travailler à un statut de la femme. Son combat continue. La Déclaration des droits de l'homme devait mettre fin au déchaînement de violence qui avait conduit à la guerre. Les années 30 ont été terribles. La Chine, plongée dans l'anarchie par la guerre civile, est une proie facile pour les Japonais qui se lancent dans une guerre de conquête sans merci. En août 1937, Shanghai est détruite par un déluge de fer et de feu. Les morts se comptent par dizaines de milliers, militaires et civils confondus. Quelques mois plus tard, c'est le sac de Nankin. Les soldats japonais ont carte blanche pour violer, tuer, torturer 200 000 victimes en quelques jours, massacrées dans des conditions atroces. Les alliés asiatiques des Allemands ont devancé leur modèle. Car depuis 1933, la nuit nazie est tombée sur l'Allemagne. Une idéologie fanatique prône la supériorité de la race.
Le fanatisme fait de l'homme un robot voué à l'obéissance absolue au chef. Toute déviation, toute différence, toute pensée indépendante sont bannies. À quoi bon des livres quand on détient déjà la vérité? Pourquoi écrire puisque le chef pense pour vous? Ce brasier de la pensée porte la guerre en lui, une guerre qui enflamme toute l'Europe et devient vite la plus meurtrière du siècle et de l'histoire. 50 millions de morts en 6 ans. Dès la guerre d'Espagne de 1936, les civils ont été les principales victimes d'un conflit qui oppose des systèmes sociaux et non plus seulement des États. Pions de la guerre psychologique, ils sont traqués par les bombardements dits de terreur, parqués dans les abris, errant dans les ruines. Ils sont aussi jetés sur les routes de l'Exode. À l'époque dite moderne, les guerres se déroulent dans les villes pour leur destruction ou leur contrôle. Seules les campagnes offrent quelque sécurité. Femmes, enfants, vieillards sont chassés de chez eux d'un bout à l'autre de l'Europe. En France seulement, 8 millions de personnes quittent leur foyer en 1940. Des populations entières que l'on n'appelle même pas encore personnes déplacées. Mais une population va être encore plus victime que les autres. Partout où sévit la peste brune, les Juifs ont été placés sous surveillance, regroupés, marqués de l'étoile jaune. Les enfants ne se sentent pas en danger. Ne sont-ils pas entre eux, avec leurs parents ? Les grands sont plus conscients, ils connaissent les doctrines délirantes des nazis, leurs pratiques. Ils se souviennent des premières persécutions contre les Juifs d'Allemagne, des massacres de la Nuit de Cristal en 1938. Les plus âgés, eux, ont déjà vécu l'antisémitisme, les pogroms du début du siècle dans la Russie toute proche. Or, le pire est à venir. À la fin de 1939, Hitler décide la déportation de tous les Juifs des territoires conquis par ses troupes. Cet autre exode forcé et méthodique, celui-là, prépare le crime absolu. Un crime que l'on voulait sans témoin, il y en aura pourtant, et l'un d'eux sera leur mémoire. Déporté à 15 ans, Elie Wiesel a connu les camps d'Auschwitz et de Buchenwald. Sa mère, son père, sa sœur y sont morts. Lui a survécu, il revient et se souvient. Et d'abord de son village natal de Siget en Transylvanie, où le jeune Elie, fils de l'épicier, membre de la chorale hassidique, revient 26 ans plus tard. I was standing there in the stage with all of the Jews of this place. Spring, almost summer, between Passover and Shavuot. The first transport of Jews was to leave Siget. I remember it vividly, to the point of killing all other words in my mouth and all other images. I remember that night which began, which is still lasting in a way. They were all here. The Slots van Arabi and Shlomo Heller, the Dayan, and they were all here, even the chief rabbi. I saw them with their bundles on their shoulders. And they were so thirsty that my sisters and myself, we went to the well and brought them water. Then, 3 days later, I was myself among them. Still am. C'est alors le train plombé, les voies désertes.
tous entassés dans des baraques, affamés et bientôt mis à mort, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Tous, sauf Elie Wiesel, miraculeusement rescapés. Des autres, il ne reste plus que le nom. My problem and yours, the problem of someone who tries to make words, is how to make names not come alive. This is impossible. But how to make them sing. Le comble de l'horreur est atteint à Auschwitz, la honte du siècle. Close your eyes and look, and you will see what we have seen that night. Endless nocturnal processions are converging here at night, and here it is always night. Close your eyes, my friends, and listen. Listen to the silent screams of terrified mothers. Listen to the prayers of anguished old men and women. Listen to the tears of children, Jewish children, a beautiful little girl among them with golden hair, whose vulnerable tenderness never left me. Look and listen as the victims quietly walk towards dark flames, so gigantic that the planet itself seemed in danger. Le génocide a accéléré l'émigration des Juifs vers la Palestine, commencée au début du siècle. Légaux ou clandestins, les nouveaux arrivants débarquent de toute l'Europe. Mais la création de l'État d'Israël provoque de nouvelles migrations. 800 000 Palestiniens sont chassés de leurs terres par la première guerre israélo-arabe. Espérant un retour qui n'aura pas lieu, ils restent parqués aux frontières pour plusieurs générations. La toute nouvelle organisation des Nations Unies doit prendre en charge ces réfugiés. Elle découvre les problèmes du tiers-monde qui vont dominer la seconde moitié du siècle. Car la fin des empires coloniaux est chaotique. L'Inde est victime de sa démographie. La population est passée de 270 millions dans les années 20 à 400 millions en 1940. Une famine a fait 3 millions de victimes au Bengale. À cela s'ajoute en 1947 la partition du pays qui accompagne l'indépendance. 15 millions de personnes sont déplacées entre l'Inde et le Pakistan musulman, entassées dans des abris de fortune. Des familles entières vivent une nouvelle misère. En Chine aussi, la guerre civile et la victoire des communistes rejettent vers la mer des milliers de Chinois, soldats nationalistes et civils confondus. Et l'Asie n'en a pas fini. En 1950 et pendant 3 ans, la guerre ravage la péninsule de Corée. Au nord comme au sud, aucune famille n'est épargnée. L'Afrique, elle, est trop miséreuse pour faire la guerre. L'Éthiopie est frappée par la famine tous les 10 ans en moyenne. Le désert progresse partout, de Djibouti à Dakar. La communauté internationale finira par se mobiliser, mais beaucoup plus tard, trop tard.
L'Afrique ne souffre pas que de la misère. En Afrique du Sud, le pays le plus riche du continent, des émeutes éclatent dès les années 50, réprimées à la matraque, race contre race. Car les Noirs, 70% de la population, n'acceptent plus la domination blanche. Ils resteront citoyens de seconde zone pendant 40 ans encore. Aux États-Unis, le Ku Klux Klan a pignon sur rue au début du siècle. En 1925, 40 000 de ses 5 millions de membres défilent dans les rues de Washington devant 200 000 spectateurs. Ces hommes cagoulés s'en prennent aux Juifs et aux nouveaux immigrés, mais surtout aux Noirs, à la fois ennemis et sous-hommes. Derrière les cérémonies initiatiques et le folklore nocturne, il y a les lynchages qui se poursuivront jusqu'en 1952. Après quoi, le Sud raciste rejette la déségrégation décidée à Washington. En 1957, 1000 parachutistes fédéraux doivent escorter les premiers élèves noirs d'une école blanche de Little Rock dans l'Arkansas. Ces courageux précurseurs brisent le tabou séculaire qui oblige le noir et le blanc à vivre chacun à sa place, à se déplacer, apprendre, se distraire séparément. 24 États américains sur les 48 de l'époque interdisent les mariages mixtes. Et cette situation est devenue insupportable. Des manifestations éclatent dans tout le Sud, matées par tout l'arsenal répressif d'une police arrogante et brutale. Comment tenir tête face à de tels déploiements? Comment faire prévaloir le droit sur la force? Un homme va faire reculer la haine et la bêtise. Ce pasteur né à Atlanta s'est rendu célèbre en 1955 en organisant le boycottage des autobus dans l'Alabama. Il conduit des marches dans tout le Sud, ce qui lui vaut plusieurs arrestations, comme celle-ci, filmée sur le vif et commentée en direct. After a few blocks, Commissioner Eugene Bull Connor orders the march to stop. A motorcycle jumps the curb. King and Dr. Ralph Abernathy drop to their knees. Une arrestation qui ne règle rien, car l'on ne peut garder longtemps en prison ce militant connu dans tout le pays et dans le monde entier, dont le seul tort est de vouloir faire appliquer la loi, rien que la loi, par des moyens pacifiques. Tel est le message de Martin Luther King pour ses amis comme pour les autres. I hope we are committed to nonviolence. I am convinced that nonviolent resistance is the most potent weapon available to oppressed people in their struggle for freedom and human dignity. We can stand up for justice, and in standing up for justice, we need not stoop to hatred and bitterness. FBI would investigate, then probably then we could hit a plane. Keep your eyes on the... Le point culminant de cette campagne non violente est la marche sur Washington, le 28 août 1963. Plus de 200 000 Américains convergent vers la capitale fédérale. Noirs des campagnes du Sud et des grandes villes du Nord, hommes et femmes, pauvres et moins pauvres, beaucoup de jeunes.
He's got the wind and the rain. In his hands, he's got the moon and the stars. In his hands, beaucoup de blancs aussi qui découvrent l'autre, celui que l'on avait si longtemps côtoyé sans le voir. Le mouvement des droits civiques est l'affaire de tous, dans une Amérique des jeunes, pour un temps réconcilié. in his hands, he's got a little bit of baby. La liberté maintenant. Par ce slogan, les manifestants font savoir que l'on ne peut s'arrêter à l'abolition de l'esclavage et à l'arrêt des lynchages. Le Sud profond, la nouvelle Amérique, demande davantage. He's got you and me, brother. À Washington, parlant au pied du monument dédié à Lincoln, Martin Luther King bouleverse l'Amérique. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. La chanteuse Joan Baez, une blanche, clôture la journée. Ce n'était qu'un rêve. Le 4 avril 1968, Martin Luther King, prix Nobel de la paix, est assassiné à Memphis. La violence a gagné. Martin Luther King s'était aussi opposé à la guerre du Vietnam, comme des milliers de ses compatriotes. Une partie de la jeunesse américaine des années 60 va plus loin que le refus de ce conflit lointain. Elle conteste le système dans son ensemble. Un nouveau militantisme apparaît, allant de l'extrême gauche au pacifisme et à l'anarchisme. Les campus s'agitent, les sit-ins se multiplient sur le thème « Faites l'amour, pas la guerre ». En Grande-Bretagne, la même jeunesse se mobilise contre les armements nucléaires. Professeurs et étudiants dénoncent le danger de guerre, exigent le désarmement, y compris le désarmement unilatéral de leur pays. À Paris, c'est la contestation tous azimuts. Les pavés révolutionnaires volent dans le quartier latin en mai 68. La génération des 30 Glorieuses n'a pas connu la guerre. Elle s'est habituée à la croissance économique et à la démocratie installée.
Elle aspire à autre chose. Les affrontements font au total très peu de victimes, mais ils sont rudes. De l'autre côté de l'Europe, les hommes savent mieux ce qui leur manque. L'invasion soviétique a mis fin à la bouffée d'air du printemps de Prague. Jan Palach, un jeune étudiant qui s'est immolé par le feu pour dénoncer l'oppression, est porté en terre par toute la ville en janvier 1969. La chape de plomb d'une morne dictature enterre les espoirs de toute une génération. Car l'autre grand totalitarisme du siècle a survécu. Il enferme derrière un rideau de fer d'un autre âge ses citoyens captifs qui s'échappent comme ils le peuvent. 200 000 Hongrois ont gagné l'Autriche en 1956 à la faveur d'une révolution réprimée dans le sang. C'est tout un peuple qui résiste à l'occupation étrangère. La Déclaration des droits de l'homme permet à tout individu de franchir les frontières, de quitter tout pays, y compris le sien. Ces hommes, ces femmes, ces enfants conquièrent ce droit de haute lutte en votant avec leurs pieds. Les Allemands de l'Est dénoncent de la même façon, par un exode massif, un régime qui se prétend propriétaire de sa population. Une prétention qui perdra ce régime et bien d'autres, grâce en particulier à un autre géant de ce siècle. Alexandre Solzhenitsyn est né en 1918, presque en même temps que le régime qu'il va dénoncer. La révolution bolchevique plonge la Russie dans la guerre civile avec son cortège de misère. La famine tue plus de 3 millions de personnes en 1921. Vient ensuite la collectivisation forcée, autre drame national. Les paysans sont arrêtés, déportés en masse. Les réfractaires sont sommairement jugés. Solzhenitsyn connaîtra le même sort un peu plus tard, et cela marquera toute sa vie. Почему-то смутное желание и направление это родилось у меня очень рано, лет в 8-9. А потом жизненный опыт мой крутой, тюрьма, лагерь, просто повернули мою работу и, обогатив меня этим опытом, заставили ее изображать. En février 1945, Solzhenitsyn est arrêté pour propos subversifs tenus dans sa correspondance privée. Il devient un zèk, un de ces millions de détenus transférés d'un camp à l'autre, d'une île à l'autre, de ce qu'il appelle l'archipel du Goulag, le système concentrationnaire communiste. Il passe 8 ans dans plusieurs camps avec d'autres forçats condamnés aux travaux les plus durs. À la fois bagnard et témoin, historien de la face cachée du régime, il dénonce. Я думаю, что есть заглатывающая инерция в том, чтобы применять жестокость и насилие. И даже если вначале кто-либо имел идеальные цели потом, на более позднее время, то действительно в этой заглатывающей инерции он не может выскочить из нее. И, собственно говоря, архипелаг ГУЛАГ в первой части отвечает на этот вопрос. Что же сделал Ленин, придя к власти? Да, когда все силы интеллекта и ума употреблены на захват власти, не остается сердечных сил для того, чтобы подумать об обещанном раю. C'en est trop pour la dictature. En 1974, Solzhenitsyn est à nouveau arrêté
puis exilé en Allemagne. Il y retrouve, expédié par les mêmes moyens, sa jeune femme et ses 2 enfants. Le régime soviétique vieillissant ne peut en effet traiter comme un dissident ordinaire un écrivain dont la renommée a fait le tour du monde. À Stockholm, il reçoit le prix Nobel de littérature qui lui avait été décerné 4 ans plus tôt. La consécration pour l'ancien paria. Mais c'est aussi le début d'un long exil aux États-Unis, une nouvelle épreuve pour un écrivain attaché à sa terre et qui accepte mal les valeurs américaines. Son cœur est resté là-bas, en Russie, où ses écrits finissent par porter leurs fruits. Le communisme tombe comme le colosse vermoulu qu'il était devenu, mais la guérison sera longue. Pour Solzhenitsyn, de retour au pays après 20 ans d'exil, la Russie n'est pas au bout de ses peines. Я предупреждал и писал, что выход из коммунизма будет очень опасен, очень тяжелый. Может быть, удастся как-то выйти лучшим образом. Он начался, если начался считать с 1985 года, самым идиотским, самым неуклюжим, самым ужасным, самым вредным способом. И мы сумели после всего ужаса коммунизма навредить сами себе еще вот в эти годы. Une autre forme de communisme a réduit le Cambodge en esclavage. Plus d'1,5 million de personnes, un quart de la population, sont massacrées. C'est un autre terrible génocide de ce siècle. À la même époque, 3 millions de Vietnamiens tentent de fuir par la mer leur pays devenu communiste. Secourez-nous, nous sommes en danger, disent ces boat people aux abords de la Malaisie, mais il n'y a pas de place pour eux. Or, ils sont vraiment en danger, exposés au naufrage, mais aussi livrés aux pirates de la mer. Des milliers d'entre eux sont dépouillés de tous leurs biens. Les hommes assassinés, les femmes et les enfants systématiquement violés. Ces rescapés de l'horreur sont la mauvaise conscience de l'humanité. Le réveil religieux conduit à d'autres fanatismes. L'Iran a secoué la tutelle étrangère, mais prêche l'intolérance et la haine, jusqu'à l'appel au meurtre contre les malpensants partout dans le monde. Derrière le culte du guide et l'exaltation du martyr se profile le terrorisme et ses milliers de victimes. Non loin de là, en Irak, sévit une autre dictature. Plusieurs villages kurdes sont bombardés à l'arme chimique. Les gaz sont employés pour la première fois depuis 1915 et contre des civils cette fois. Des familles entières foudroyées dans la routine de la vie quotidienne. Plus loin à l'est, un autre peuple résiste, un homme est son symbole. Le Tibet a préservé une culture millénaire. Des cérémonies d'un autre âge rythment les saisons, comme la fête du Nouvel An. Le jeune Tenzin Gyatso a été reconnu tout enfant comme la réincarnation du Bouddha de la compassion, le 14e Dalai Lama. Lhasa, capitale du toit du monde, est la fierté de tous les Tibétains. Le Tibet vit depuis des siècles à l'abri de ses montagnes et de la lointaine protection britannique.
Mais ce pays vaste et sous-peuplé suscite la convoitise de la Chine, son immense voisin du Nord. Sa civilisation unique, sa religion, sa culture, ses traditions sont en péril. La Chine communiste, armée d'une idéologie conquérante, veut faire du Tibet une de ses provinces. Le Dalai Lama est convoqué à Pékin, mi-négociateur, mi-otage. Il revient à Lhasa en 1955 dans un statut très diminué. Plus de la moitié des monastères sont fermés en 10 ans. Les prières sont plus ferventes encore dans ceux qui restent. C'est dans l'un d'eux que le Dalai Lama a parfait son initiation. En 1959, la Chine annexe purement et simplement le Tibet. Le Dalai Lama doit s'enfuir en Inde. Le Tibet vit dès lors sous la botte. L'occupation militaire chinoise s'accompagne d'une colonisation massive. Les Tibétains sont bientôt minoritaires dans leur propre pays. Malgré la disparité des forces, des émeutes éclatent. Les monastères sont considérés comme foyers de résistance et pris d'assaut par une police impitoyable qui n'hésite pas à filmer ses propres méfaits. Mais pour une bastonnade constatée, combien d'autres anonymes sont traqués dans les provinces reculées? Combien d'autres lieux de culte ont été profanés? Combien d'autres victimes anonymes sont suppliciées, assassinées? Autre perte irréparable, ces villes saintes détruites par les gardes rouges. Sur plus de 5000 monastères en 1950, il n'en reste plus que 45 en 1980. Le Dalai Lama, prix Nobel de la paix 1989, alerte le monde. I feel that Tibet now, at the moment, really is facing the threat of extinction of Tibetan nation with its unique cultural heritage. Usually I describe it as a Buddhist culture which very much, you see, based on ahimsa, non-violence and compassion. Les 6 millions de Tibétains n'ont en effet pas d'autre arme face à plus d'1 milliard de Chinois. Mais ils ne cachent pas leurs sentiments, notamment lorsqu'en 1979, des Tibétains en exil peuvent visiter le pays. Un parfum de la liberté perdue, venu d'au-delà des montagnes. La nouvelle génération maintient l'esprit et la tradition des aînés. C'est aussi une manière de résister. Tout comme la fidélité à celui dont la spiritualité résistante est un exemple pour le monde. Pourtant, le siècle a vu quelques progrès pour l'homme et ses droits. En Afrique du Sud, le pouvoir blanc renonce enfin à l'apartheid et reconnaît les droits de la majorité. Les Noirs votent pour la première fois de leur histoire. Une grande journée pour tous, surtout pour l'artisan de cette victoire, Nelson Mandela, l'un des plus anciens prisonniers politiques du siècle, qui partage avec Frédéric de Clercq, son ancien geôlier, le prix Nobel de la paix. Une preuve que le racisme peut être vaincu, même dans le pays qui en avait fait son credo.
Mais dans un autre pays africain, au Rwanda, plus de 500 000 personnes sont massacrées simplement parce qu'ils sont Tutsis ou Hutus. Les survivants de ce nouveau génocide prennent la route de l'exode, les assassins parfois mêlés aux innocents. Que faire pour ces familles déjà pauvres, ballottées au gré de la folie des hommes? La communauté internationale savait, elle n'a pas eu le courage de s'interposer pour arrêter les massacres. Mais les volontaires finissent par se mobiliser. Beaucoup de réfugiés sont pris en charge. En Éthiopie, la sécheresse et les migrations massives imposées par une dictature causent une nouvelle famine. Ce pays et bien d'autres semblent condamnés à la misère à perpétuité. L'hémisphère sud, avec 4 milliards d'hommes sur 5, ne dispose que d'un cinquième des richesses de la planète. L'Afrique reste un continent sinistré. Mais le reste du monde, alerté par les médias, est un peu moins indifférent. L'emploi de forces internationales et l'assistance humanitaire deviennent une pratique admise au nom du droit d'ingérence et même du devoir d'ingérence. Mais ces quelques miettes d'une civilisation inaccessible sont peu de choses. Ce n'est pas encore l'espoir pour ceux dont l'histoire n'a pas réellement commencé. Rien ne dispensera l'homme, tous les hommes, de conquérir leurs droits, tous leurs droits. Pas même une charité bienvenue, mais fugitive.
pratique cette nouvelle technique. Et celui-là est